LinkedIn, c'est tellement une belle plateforme à utiliser pour nos business, pour, oui, aller chercher des clients, amener de la visibilité à nos pratiques d'affaires. C'est la plateforme que j'utilise le plus. Donc, moi, j'ai un plaisir fou à jouer là-dedans. Donc, cette semaine, j'ai appelé mon ami Alex Bouchard, qui est vraiment, oui, un expert LinkedIn, mais au-delà de ça, c'est un humain qui utilise LinkedIn. Fait que dans notre échange aujourd'hui, on parle de stratégie, les erreurs qu'on fait, qu'est-ce qu'on devrait faire à la place. C'est vraiment un échange. On a eu un plaisir fou à jaser ensemble parce qu'Alex et moi, on a vraiment les mêmes valeurs humaines. Puis on fait la business de la même façon. Donc, axé sur l'humain, l'authenticité. Et vraiment, on n'est pas là pour être un chiffre puis ni aider les gens à juste considérer les gens comme des chiffres. Donc, si vous voulez utiliser LinkedIn cette année comme stratégie d'affaires, assurez-vous de regarder à l'entrevue. Puis regardez, nous, cette année, je vais faire beaucoup d'ateliers, certains payants, certains gratuits, dont un sur comment moi-même j'utilise LinkedIn. Mon objectif cette année, c'est vraiment de connecter avec plus de gens, plus souvent avec plus de gens. Donc, je vous revois sur LinkedIn, mais d'ici là, regardez mon entrevue avec Alex. Alex, un énorme merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Sarah. Okay. Nous, ça fait un petit bout de temps qu'on a commencé à jaser avant qu'on commence l'enregistrement, mais avant qu'on commence à parler de LinkedIn, justement, aujourd'hui, qui est un outil magnifique qui est comme ma maison, est-ce que tu pourrais prendre un moment pour te présenter, s'il vous plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, dans le fond, Alexandre Bouchard, je suis cofondateur du groupe V3 Stand. Ça fait 8 ans, en fait, que je fais des stratégies LinkedIn. J'ai quitté Apple il y a 8 ans pour me lancer dans l'entrepreneuriat, pour en apprendre beaucoup. Puis, dans le fond, je suis tombé en amour avec la plateforme LinkedIn en essayant de me connecter avec des gens dans les PME. Puis c'est devenu une passion depuis 8 ans. J'étudie l'algorithme de LinkedIn, les possibilités, les fenêtres et les portes disponibles. Puis j'accompagne des clients de petite, moyenne et grande envergure à développer leur notoriété, à aller chercher des opportunités, puis faire du recrutement sur LinkedIn à l'aide d'une plateforme qu'on a développée. Donc, je suis rendu un entrepreneur en technologie et en intelligence artificielle. Donc, les choses évoluent. Une plateforme qui vient les supporter dans leurs efforts puis qui leur permet de se consacrer sur ce qui compte le plus, c'est-à-dire les échanges humains intéressants, puis faire du maillage, puis atteindre leur objectif. Nice. Ben, moi, j'ai déjà travaillé avec toi et ton équipe, donc je peux dire que vous faites un très beau travail. Merci. Puis, je t'ai appelé justement pour qu'on aille plus sur LinkedIn, comment ça fonctionne, parce que là, on s'entend, il y a de plus en plus de monde. On en parlait un petit peu avant aussi avec le virtuel, bien, ça fait qu'il y a plus de gens aussi qui ont commencé à utiliser LinkedIn et je pense que personnellement, le virtuel, il est définitivement pour rester. C'est pas 100%, mais définitivement en mode hybride, donc ça va faire partie des entrepreneurs pour amener de la visibilité, aller chercher des clients. De ton expérience, parce que tu en as vu des murs et des pas murs, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois les gens faire sur LinkedIn? Bien, la première erreur que je vois le plus souvent, c'est qu'ils abandonnent trop vite. C'est simple. Je me rappelle, en 2018, dans le temps qu'on avait encore des événements, Thierry Lindor avait Influence Orbis, puis avait fait venir Gary Vaynerchuk pour Gary V pour les intimes, mais Gary Vaynerchuk pour les gens qui ne le connaissent pas, qui était venu faire une conférence, puis j'étais chanceux. J'en ai une conférence aussi sur LinkedIn à l'époque, la même journée. C'était vraiment une super belle expérience, mais j'étais assis dans la salle pendant sa conférence. Puis bref, à un moment donné, pendant la rencontre, il discutait de stratégie et tout ça. Puis c'est vraiment intéressant de voir à quel point, au-delà de tout, peut-être les interventions superficielles qu'il peut faire des fois, à quel point il connaît ses réseaux sociaux. Mais à un moment donné, il a regardé la foule puis il a dit « Qui aimerait ça être moi? » Avoir ma visibilité, mon achalandage, un petit peu la notoriété. Puis évidemment, tout le monde était là pour l'écouter. Fait que je te dirais, moi, lever sa main, je me rappelle, les gens lever sa main, puis tu étais là aussi, bon, ben, super. J'ai levé ma main moi aussi, je veux dire, on n'est pas Gary Vee, puis c'est quelque chose qu'est-ce qu'il a réussi à construire comme visibilité. Puis dans le fond, ce qu'il avait dit, c'est oui, je comprends, tout le monde veut être moi maintenant, mais il n'y a personne
il n'y a personne qui voulait être moi il y a 8, 9, 10 ans quand je publiais des vidéos sur YouTube. Puis dans ce temps-là, il était dans le domaine du vin. Là. Oui. Puis je suis allé les voir, ces vidéos, après sa conférence en passant, puis c'était vraiment poche. La qualité de l'image, le cadrage, la façon qu'il s'exprimait. La preuve, c'est qu'il s'est beaucoup amélioré dans le temps. Là, c'est rendu un naturel. Je pense qu'il pourrait partir la caméra puis il va te faire un speech de 2h30. Mais la réalité, c'est qu'à l'époque, tu vois le gars un petit peu awkward, il avait quand même des bonnes habiletés de base, mais il y avait du travail à faire. Qu'il y avait du travail à faire. Puis c'est vrai qu'il n'y a personne qui voulait être lui à l'époque, mais il n'a pas abandonné, il a continué d'apprendre, il a continué de s'investir. Puis aujourd'hui, il y a l'empire médiatique qu'il a réussi à créer. La réalité, c'est il faut embrasser le parcours à 100%. La réalité, c'est que si il y a 8-9 ans, quand j'ai quitté Apple, j'avais fait une publication, puis elle avait fait patate, puis j'aurais fait comme that's it, c'est pas pour moi, ou je ne serais pas capable de bâtir du succès, ou même après 2-3 mois, ça aurait été facile d'abandonner. La réalité, c'est que c'est avec le temps, la discipline puis l'effort qu'on va y mettre, qu'on réussit à bâtir son réseau puis sa notoriété, un peu comme on bâtit son réseau professionnel. J'ai des amis ou des collègues ou des partenaires que j'ai développés bien avant LinkedIn, avec qui j'ai travaillé chez KPMG, par exemple, que j'ai réussi à créer des liens qui sont restés à travers les années. On bâtit notre réputation, on bâtit notre image, on bâtit notre présence au fruit de nos efforts. Mais c'est la même chose sur LinkedIn. C'est facile d'abandonner. Puis de dire ça ne marche pas ou c'est pas qu'est-ce que je pensais. Fait que la seule chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut être résilient, il faut être persévérant. Puis évidemment, il y a d'autres trucs, mais il faut surtout être discipliné puis pas abandonner. C'est la plus grosse erreur que je dirais que les gens font. Ils vont y goûter, puis ils vont faire comme je ne suis pas capable de vendre ou je n'ai pas réussi à vendre la semaine dernière, je vais arrêter. Ce n'est pas comme ça qu'on s'investit dans une démarche. Un entrepreneur qui dirait OK, cette année, je veux commencer à utiliser LinkedIn plus pour ma visibilité, à attirer des clients, tout le kit. En fait, est-ce qu'il y aurait comme un gauge de dire OK, il faut au moins y mettre X nombre de mois, X nombre de semaines? Ça serait quoi un guideline que les gens pourraient suivre? En fait, moi, je dis souvent qu'avant 3 mois d'efforts intenses puis d'investissement, on n'a même pas un échantillon représentatif. Fait que si on y va dans la statistique, là, il y a très peu de statistiques à analyser. Puis même après 3 mois, on va peut-être voir un effet boule de neige qui commence à se former, mais ça ne sera jamais aussi formé qu'après 1 an, 2 ans ou 3 ans. Fait que la réalité, c'est que le succès instantané, on est habitué à ça dans les téléréalités. On nous vend du succès instantané du jour au lendemain. Tu vas avoir une vidéo virale. On parlait de ça juste avant la présentation. La réalité, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on bâtit notre notoriété puis qu'on s'installe dans un marché. C'est vraiment à fruit d'effort. Fait que c'est souvent, même après 1 an, après 2 ans, qu'on va vraiment commencer à rapporter tous les fruits. Si on le fait dans la bonne séquence, évidemment, puis une autre erreur qu'on fait, c'est qu'on s'investit parce qu'on a eu un conseil comme quoi il fallait créer du contenu sur LinkedIn, mais avant de créer du contenu, est-ce que j'ai travaillé mon branding? Est-ce que j'ai un bon positionnement? Est-ce que les gens comprennent qu'est-ce que je fais? Est-ce que les gens vont comprendre mon élément différenciateur par rapport à mon compétiteur? C'est une première question de réflexion de c'est quoi ma mission, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mon univers de marque, comment je fais pour... je suis planificateur financier, mais c'est quoi mon élément différenciateur? Puis ça, on le voit beaucoup, puis tu connais vraiment bien le domaine, là. Mais comment on fait pour se différencier dans un marché où on est vu comme juste un autre numéro? Même en fait coach, même moi, en fait coach. Si je suis coach, mais des coachs, il y en a... Il y en a des tonnes, mais moi, j'apprécie ta couleur parce que je sais que tu as ton identité, tu as ta façon d'intervenir, tu as tes acquis au niveau des connaissances qui viennent backer juste le fait que tu es présente. Je veux dire, tu as un bagage d'expérience et de connaissances à partager qui est super pertinente. Mais tu as fait cet effort-là de réflexion de dire c'est qu'est-ce qui me différencie d'un autre coach? Puis je pense que cette réflexion-là, c'est la réflexion de base. C'est-à-dire que si je pourrais m'investir dans quelque chose, puis je n'ai pas fait cette réflexion-là, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement rendre plus de gens confus que vendus à l'idée. Fait que de faire cette réflexion-là sur notre positionnement, sur notre image de marque, c'est la première étape à faire. La deuxième étape à faire, c'est de dire à qui je veux m'adresser, c'est quoi mon audience, puis elle est où.
J'ai parlé à une coach, justement, comme toi, coach, puis à un moment donné. Pas comme moi, là. Non, définitivement pas comme toi, puis tu vas comprendre pourquoi elle n'est pas comme toi, parce qu'à la base, justement, coach, mais tu vas comprendre dans mon exemple qui est totalement différente à toi. Tu sais, on parle d'un accompagnement, puis elle me dit j'ai vu des gens sur LinkedIn, ça attire des opportunités, puis tout ça. Je dis oui, mais je ne suis pas certain. Tu sais, laisse-moi réfléchir à savoir si on est capable de bâtir quelque chose avec toi. Puis quand je vais avoir fait ce processus-là mental, je vais te dire si on peut travailler avec toi parce que aussi en tant que vendeur ou représentant ou Entrepreneur. accompagné, entrepreneur, on ne peut pas être tout pour tout le monde, on ne peut pas accompagner n'importe qui. Puis de penser qu'on peut être tout pour tout le monde, ben, c'est manquer de focus. Puis c'est tirer dans toutes les directions en espérant que quelque chose finisse par au petit stick, on dit en anglais. Là. Mais la réalité, c'est qu'il faut avoir ce focus-là. Puis son focus, justement, en tant que coach, n'était pas nécessairement là parce que je sentais qu'elle voulait aller sur LinkedIn, mais elle ne savait pas trop pourquoi. Puis à un moment donné, 2-3 semaines plus tard, j'étais encore en processus de réflexion, pas décidé de l'accompagner encore. Elle me dit j'ai fait mon persona. Finalement, mon persona, c'est un entrepreneur dans la construction de 40 ans. Puis là, j'ai dit ton persona, c'est pas sur LinkedIn qu'il se trouve, c'est sur Facebook que tu vas aller chercher. La réalité, c'est qu'on a conclu cette discussion-là. Fait que tant que tu n'as pas ton positionnement et tu ne sais pas à qui tu veux t'adresser, ça ne sert à rien de t'investir dans une démarche parce que tu vas le faire puis tu ne vas peut-être pas t'adresser aux bonnes personnes. Fait que la deuxième, c'est de comprendre son auditoire. Qu'est-ce que ton auditoire aime? C'est quoi ses méthodes de consommation d'informations? Sur quels canaux elle consomme? Puis ensuite de ça, tu choisis ton canal de communication. Puis comment tu choisis ton canal de communication? Bien là, à ce moment-là, sur les opportunités, malheureusement, Facebook, au niveau de la portée organique, c'est un petit peu plus difficile. Là. Maintenant, c'est rendu quasi impossible sans mettre de l'argent. LinkedIn a encore une belle portée organique. Il y a LinkedIn puis TikTok. Hein? Gary Vee le disait dans la présentation. Je ne suis pas rendu là, moi, encore. Là, mais... Non, mais comme on disait, j'ai peur de me mettre en danger. Je dansais quand j'étais jeune, puis dans les parties de famille puis tout ça. Puis là, je garde ça pour moi. Ça serait peut-être bizarre, un homme de 42 ans qui danse sur TikTok. Mais bref, tout ça pour dire que oui, l'opportunité sur LinkedIn, la portée organique est super bonne. On peut l'exploiter à son plein potentiel quand on connaît les bons hacks de l'algorithme et tout ça. Reste que le bon contenu va faire foi de tout. Mais ce n'est pas à cause que LinkedIn, la portée organique est encore bonne que c'est là-dessus qu'il faut aller. Fait choisir son canal de communication. Puis ensuite de ça, on va bâtir l'audience. On va aller chercher des clients potentiels. Évidemment, tout le monde veut le client potentiel parce que c'est le moteur d'une entreprise. C'est les leads qu'on génère et l'argent qu'on fait. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entreprise. C'est aussi simple que ça. Il faut avoir la meilleure idée d'entreprise au monde. Ça fait 2 ans que tu ne démarches pas, tu n'as aucune vente. Ton entreprise, elle va flétrir et elle va finir par mourir. Fait que bâtir ton audience de clients potentiels, mais aussi de partenaires, collaborateurs. De penser plus loin que juste le client potentiel, de dire qui peut m'aider dans mon cheminement. On le voit des maillages naturels qui se font, par exemple, encore là, planificateur financier avec un courtier hypothécaire, avec quelqu'un dans les banques. Il va créer son maillage, puis il va le faire dans le naturel. Mais pourquoi sur LinkedIn, il irait juste chercher des clients potentiels? Pourquoi il ne travaillerait pas son maillage? L'avantage de LinkedIn puis d'une base de données, c'est que tu peux grossir ton réseau. Fait que quand tu grossis ton réseau, tu sors de ton carré de sable. On parlait de bâtir son réputation et son réseau à travers les années. Sur LinkedIn, tu peux l'accélérer un petit peu. C'est-à-dire que je peux aller vers des gens qui ne me connaissent pas nécessairement, mais qui éventuellement, à travers le maillage, puis bâtir la confiance, bâtir la réputation, je vais les amener dans mon carré de sable, ils vont finir dans mon réseau de proximité. Mais à la base, comme toi et moi, on ne se connaissait pas il y a quelques années, mais à travers nos échanges sur LinkedIn, à travers tes publications, tes commentaires sur mes publications, on a appris à se connaître. Puis à vraiment connecter au niveau des valeurs, puis de notre positionnement, puis de nos stratégies. Mais la réalité, c'est que c'est la même chose. Là. Il faut aller là, il faut se créer un réseau qui n'est pas juste de clients potentiels, mais de partenaires, de collaborateurs, même de compétiteurs. J'ai tous mes compétiteurs sont connectés en premier niveau avec moi, je n'ai pas peur d'eux. Ils n'ont pas peur de moi parce qu'on a un positionnement clair. On adresse une cible différente, d'une façon différente. Mathieu Laferrière, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a des bonnes connaissances sur LinkedIn.
ils donnent des formations. Moi, je fais de l'implantation de plateformes technologiques pour accélérer Pas la même les chose. ventes, le marketing puis le recrutement. On ne fait pas exactement la même chose, mais si quelqu'un me dit j'ai besoin d'un formateur technique qui va vraiment bien m'expliquer comment LinkedIn fonctionne, je n'hésiterai pas à référer à un Mathieu. T'sais. La réalité, c'est que en rajoutant ces compétiteurs-là, ben, je me rends compte que, ben, premièrement, le marché est assez grand. Là, surtout avec le temps, le marché LinkedIn a explosé. Ouais. Le marché est assez grand, mais on adresse des audiences différentes avec des services différents, puis on peut plus s'aider que se nuire en travaillant ensemble. Je Parce que participe vous avez au... les deux un positionnement clair. Exactement. Je participe au sommet de conférences que François Bernier fait. François, c'est un de mes bons amis sur LinkedIn d'Horizon B2B. On se parle, c'est probablement une des personnes avec qui je parle le plus sur LinkedIn parce qu'on vit la même réalité. Puis, tu sais, s'entourer des gens qui sont compétiteurs dans un marché similaire, ça te permet d'échanger sur des choses que pas nécessairement tout le monde comprend. C'est pas tout le monde qui comprend ce que je fais dans la vie. Mes parents n'ont jamais compris, ça fait 8 ans. Je suis toujours en train d'essayer de leur expliquer ce que je fais. fait que j'ai résumé, résumé ça à LinkedIn, mais bref, pas les services, pas les types d'accompagnement, pas les publicités, rien, juste on est vraiment bon en LinkedIn. On est 20 personnes, on est super bon en LinkedIn. Fait que ça a été internalisé. Puis ma mère, elle s'est créé un profil pour venir voir mon profil LinkedIn pour comprendre qu'est-ce que je faisais, puis liker mes publications. C'est ça, c'est toujours encourageant quand maman vient liker les publications. Je trouve ça super cute, honnêtement. Fait que bref, elle voit que j'ai de la notoriété puis que ça marche, ça semble fonctionner. Fait qu'elle est bien fière de moi, mais elle n'a toujours pas compris nécessairement. Fait que bâtir son audience, bâtir un réseau. Super important, puis échanger avec les gens. Vous aimez ça quand les gens viennent liker puis commenter vos publications, mais les gens qui prennent le temps d'écrire du contenu aiment ça eux autres aussi. Si vous voulez apprendre à connaître quelqu'un, au lieu de faire juste un like, allez commenter ses publications, commencez un échange, commencez une espèce de tango LinkedIn, comme mon ami James aimait ça dire. Dans le fond, le but, là, c'est de danser le tango avec un client potentiel ou avec un partenaire potentiel où vous allez commencer à vous échanger des messages, puis on ne sait jamais où ça peut mener ces conversations-là. Fait que, bref, allez sur les publications des autres, participez autant que vous voulez que les gens participent sur vos publications. On dit tout le temps, on n'aimerait pas ça. Se faire faire, on ne devrait pas faire qu'est-ce qu'on aimerait. Qu'est-ce qu'on ne veut pas se faire faire? Oui, exactement. Le contraire est aussi vrai. On devrait faire qu'est-ce qu'on aimerait se faire faire. fait qu'encore là, faites cette réflexion-là. Allez vers les autres, ouvrez-vous, n'ayez pas peur d'échanger. Puis c'est comme ça que vous allez vous créer un réseau de proximité qui va être hyper intéressant. Puis l'algorithme va le bonifier, c'est-à-dire que plus vous échangez avec quelqu'un, plus il voit que la conversation est animée, plus il va vous rapprocher au niveau des contacts. Puis la prochaine fois que vous allez publier, ben, ça va sortir dans son fil. Fait encore là, le but, c'est de prendre cet océan de contacts-là, les 811 millions de profils LinkedIn, d'identifier les gens avec qui vous voulez mailler puis créer un réseau de proximité, aller vers eux, puis commencer à rapprocher dans l'algorithme votre niveau de proximité pour que ça devienne une relation qui est pertinente. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait à travers des échanges de messages, des publications, de la participation, des appels Zoom, hors. Prenez le temps de vous investir. Puis la discipline, c'est important. 2 fois semaine, les publications, pas 10 fois, pas 12 fois par jour, mais essayez d'avoir une discipline de 2 fois par semaine. Si naturellement, vous n'avez pas ce réflexe-là, moi, c'est un truc que j'ai pris des humoristes. Les humoristes, je disais que j'aimais ça compter des blagues tantôt, mais j'ai beaucoup étudié leur processus créatif au niveau de la rédaction. La réalité, là, c'est qu'un humoriste ne va pas s'installer devant une table et va écrire un show en 2-3 journées. Il y en a, mais la majorité, c'est... Oui. Il va être dans une situation cocasse. Il va dire, ça, c'est drôle. Ou il va penser à une joke, puis là, il va dire, oui, elle est bonne, cette joke-là. Puis là, il va aller dans son calepin de notes, puis il va noter sa blague, ou il va dire, je vais revisiter ce concept-là plus tard. C'est la même chose au niveau de la publication de contenu. C'est pas obligé d'être physique, mais moi, j'ai mon application de notes. Quand j'ai une idée de contenu, souvent, je suis entre 2 réunions, puis je n'ai pas le temps de l'étoffer puis passer 15 minutes à le rédiger au complet, mais je vais me marquer une note, puis quand je vais revenir, ben là, je vais dire, oui, c'est vrai, puis je vais la compléter. Comme ça va aider ma discipline d'avoir du contenu plus fréquent, puis d'être capable de publier mon 2 fois semaine. Comme ça, je ne suis pas à la recherche. Ça peut être angoissant d'avoir à créer du contenu. Puis je le sais, parce que j'ai publié sur le fait que j'étais gêné. À la base, il y a certains types de contenus que je suis plus ou moins à l'aise. Je me mets de plus en plus en danger, mais une façon de diminuer cette angoisse-là, c'est de
d'essayer de puiser des sources d'inspiration dans notre vie professionnelle, dans notre vraie vie personnelle, puis trouver des idées pour créer ce contenu-là de façon plus instantanée. Fait qu'il y en a plein de trucs pour ne pas abandonner, dans le fond. Puis le truc le plus important, c'est d'avoir de la résilience. C'est pas à cause qu'une publication a fait patate, j'en fais encore des publications qui ne marchent pas. Hier soir, oui, c'est comme des jokes, hein? T'en fais plein, puis là, il y en a une fois de temps en temps qui sont drôles. Ah, moi, mon hit ratio est très, très bas sur les jokes. Mais reste que, oui, effectivement, c'est comme ça. Puis honnêtement, je ne me remets pas en doute. Je ne vais pas me regarder dans le miroir puis je remets mon existence en considération quand je manque une joke. C'est la même chose avec le contenu. Tu sais, brush it off puis passe à la prochaine source d'inspiration. Hier, j'ai publié une image, puis je l'ai enlevée. J'ai publié une image, puis c'est un GIF animé, puis à un moment donné, quand je l'ai publié, je me suis rendu compte qu'il flashait à chaque fraction de seconde, puis là, j'étais comme, OK, c'est un petit peu agressant. Tu sais. Si moi, je le trouve agressant, bonne chance que mon audience le trouve agressant. Ouais. Puis effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'engagement dans les premières minutes, puis j'ai comme fait, OK, je vais l'enlever, c'est un petit peu trop too much, puis moins en ligne avec ma tonalité d'habitude aussi. Fait que je sentais que j'avais écrit quelque chose de correct, mais pas d'excellent. Fait que je me suis permis d'effacer puis de recommencer. Puis ça donnait droit à l'erreur. Tu dis, c'est quoi la principale erreur? Ça donner droit à l'erreur, c'est aussi quelque chose qu'on devrait faire. Oui, itérer, puis continuer d'axer sur des bons coups qu'on fait, puis d'essayer de prendre un bon coup, puis d'attirer des leçons de ça, mais aussi de prendre des mauvais coups, puis de dire, ah, qu'est-ce qui ne marchait pas là-dedans? Il y a une période, l'année dernière, c'est drôle, j'en ai parlé avec Fusée, notre designer de contenu. J'allais prendre une marche avec lui. C'est vraiment son nom, Fusée, en passant, pour les gens qui se posent la question. Oui. Son nom? C'est pas ce nom qu'il leur donne. Non, hyper créatif. Puis je marchais avec Fusée, puis ça faisait comme un mois que je trouvais que mes publications étaient comme désaxées. Fait que je suis allé parler, il m'a juste écouté, ce qui arrive souvent quand on parle de... Non, c'est pas vrai. J'essaie d'écouter également, mais j'ai beaucoup parlé cette fois-là parce que j'avais beaucoup d'émotions par rapport au fait que moi, je n'aurais plus le genre de traction. Puis j'avais l'impression que j'étais surtout à l'extérieur de mon moi intérieur, c'est-à-dire que c'était plus en ligne nécessairement avec mes valeurs, c'était plus en ligne avec mes objectifs. Puis je suis allé prendre une marche avec lui, puis il m'a écouté pendant un petit bout, puis il m'a donné quelques suggestions, puis il m'a parlé de mes publications que j'avais fait, qu'il avait aimé. Puis là, j'ai réussi à comme pivoter puis à retomber sur mon X. Puis dans notre vie professionnelle, on dit souvent on veut être sur notre X, mais au niveau de la création puis de l'inspiration, on essaie le plus souvent d'être sur son X, puis on se donne les outils pour. Comment on se donne les outils? Les notes, mais aussi de se créer un univers de marque avec différentes thématiques dans lesquelles on peut puiser quand on a une inspiration, puis de savoir que c'est en ligne avec notre positionnement, de parler de ces sujets-là, ça nous aide à créer une structure qui va nous permettre de savoir si on publie en fonction de qu'est-ce qu'on veut projeter. Puis tu vois, même moi, la chaîne à débarque des fois, puis j'ai besoin de justement prendre un temps, analyser mon vélo, analyser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, replacer la chaîne puis rembarquer sur le vélo. Puis depuis ce temps-là, je sens que je suis un petit peu plus propre à moi-même, un petit peu plus en ligne avec qu'est-ce que je veux projeter, mais c'est plus qu'une question de qu'est-ce que je veux projeter, mais qu'est-ce qui est authentique? Ouais, qu'est-ce qui est vraiment authentique avec ma personnalité? Fait qu'encore là, de ne pas avoir droit à l'erreur ou de. Tu sais, on parlait justement avant la présentation qu'on est souvent dur envers nous-mêmes, puis je disais à quel point des fois j'étais tough envers moi malgré tous les accomplissements, de partir d'une idée d'accompagnement LinkedIn d'une personne à une équipe de plus d'une vingtaine, un bureau en France, en Irlande, j'aurais jamais. Il y a des accomplissements là-dedans qui me font juste exploser la tronche à chaque fois que j'y pense, mais la réalité, c'est que je suis encore très dur avec moi-même, puis quand je fais un contenu qui ne fonctionne pas, j'ai tendance à m'auto-flageller. Mais de se donner le droit à l'erreur, c'est probablement quelque chose aussi qui nuit à la discipline, à la constance, à la résilience qu'on peut avoir, parce qu'on ne se donne pas le droit à cette erreur-là. On se dit, on doit tout le temps être parfait. J'ai 24 000 followers. Je donne des formations en stratégie de contenu. J'aide les entreprises de grande envergure à se créer une stratégie de contenu puis un univers de marque qui leur ressemble. Je n'ai pas le droit de. Non, je pense que le monde gagnerait, l'humanité gagnerait de donner de place à l'erreur. Exactement.
Mais souvent, le seul monde dans la vie qui ne font pas d'erreur, c'est ceux qui ne font rien. Oui, puis on apprend tellement. Tu sais, on dit souvent qu'on apprend, puis je ne veux pas utiliser un terme qui est galvaudé, on apprend par nos erreurs, mais on apprend par nos erreurs si on se pose ces questions-là. Parce que si on fait une erreur, puis on ne se pose pas la question, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, qu'est-ce que j'aurais pu changer, c'était quoi mon approche, c'était quoi mon intention, y a-t-il quelque chose dans ma tonalité qui ne fonctionne pas, c'est quoi la longueur du message, l'image qui est associée à tu rapport avec ce que je voulais parler. Si on ne se pose pas ces questions-là, on ne corrigera pas le problème, puis on va juste répéter l'erreur, erreur après erreur après erreur. Fait que aussi, se donner droit à l'erreur, ça nous permet d'avoir un reflet objectif aussi, qui n'est pas émotionnel, qui n'est pas dirigé vers la flagellation, mais vers l'amélioration de soi. Puis, on peut toujours s'améliorer. J'en ai fait des commentaires ou des publications que je regrette. C'est rare, là. Je veux dire, je ne me connais pas beaucoup de. Non, tu n'es pas très extrémiste. Non. Tu n'es pas polarisant, là, mais je crois beaucoup à la balance puis l'équilibre des choses. Puis c'est plate à dire parce qu'on est dans une ère où les pensées extrêmes ont tendance à avoir un petit peu plus de visibilité puis de podium. Mais pour être encore là en cohésion avec moi-même, c'est important de présenter des vues qui sont balancées parce que moi, je suis un être où les extrêmes ont plus tendance à me faire peur, autant de la droite que de la gauche, que de vraiment dire, ben c'est des nuances de gris, puis c'est dans ces nuances-là que j'aime jouer. Puis oui, des fois, je vais peut-être un petit peu plus dans un extrême, mais ça va rester que j'ai un œil sur la balance puis l'équilibre. Sur LinkedIn, on entend beaucoup de gens qui ont des pensées extrêmes de dire ben, c'est le contenu, c'est juste le contenu qui va t'amener ton audience ou c'est juste l'automatisation qui va t'amener à. La réalité, c'est qu'il n'y a rien. Ou c'est juste des photos, ou c'est juste des vidéos, ou c'est juste du texte. Puis... La seule chose qui est vraie, c'est que les sondages, pour une raison que j'ignore, ont la faveur de l'algorithme LinkedIn. Tu mets un sondage, puis tu as des centaines de milliers de vues. Si la question est bonne, malheureusement, ça, c'est comme. Il y a tout le temps un glitch dans la matrice, là. mais présentement, si vous voulez avoir de la vue puis générer de la portée, faites un sondage. Présentement, LinkedIn, puis ça fait longtemps, là, ça fait presque 8-9 mois. Au début, on pensait que c'était quelque chose qui allait corriger, mais LinkedIn adore les sondages. Oui, mais moi, je remarque, puis je ne sais pas toi, oui, les sondages, parce que c'est rapide, hein? Tu sais, je scroll, oui, non, peut-être, non, tu sais, c'est simple. Puis, les images avec du texte, genre les mimes, là, même pas nécessairement comme les choses cocasses, là, des drôles, mais comme des images, on dirait que les gens vont de plus en plus vite, puis ils vont arrêter de moins en moins. Fait que le sondage, c'est ça, c'est comme, OK, c'est beau. Prochain. Ils me donner leur opinion. Fait que c'est pas tout à fait néfaste. J'avais une opinion négative des sondages parce que je trouvais que c'était débalancé puis ça ne donnait pas de liberté. Puis encore là, je suis un gars d'équilibre. Puis ça prend des vidéos, ça prend des photos, ça prend des textes, ça prend une variété de contenu pour plaire à une audience qui a des goûts divers. Fait que ce sondage, j'étais un petit peu frustré. Puis, on a même fait des jokes, moi et François, qui aime les sondages. Je les aime pas, je les aime encore moins, je les déteste. C'était les 3 choix disponibles. C'est François qui l'avait publié, je trouvais ça vraiment génial. Mais la réalité, c'est qu'on peut en vouloir un type de contenu ou pas parce que pour nous, ce n'est pas nécessairement notre but, mais il y a d'autres gens qui vont adorer. Fait que, moi, je viens d'en faire un. Ça fait peut-être une semaine ou quelque chose sur justement les ateliers que je vais offrir pour 2021. Je dis, OK, il y a comme visite entre 3 thématiques. Ouais. Puis finalement, c'est mon réseau qui ont fait OK, ben, c'est cette thématique-là qui m'intéresse le plus, Sarah. Je dis, bon, ben, je dis OK, l'activité de l'atelier de février va être sur tel sujet. Puis ça tombe que c'est sur le sujet de LinkedIn, que les gens voulaient savoir comment je l'utilise. Mais donc, il y a une manière de s'en servir que c'est. J'ai fait la même chose pour mon premier. Je fais la même chose pour mon premier LinkedIn Live. Je voulais savoir est-ce qu'ils veulent apprendre sur les hacks de l'algorithme LinkedIn parce qu'il y a quelques hacks. Il n'y en a pas des milliers. Il y a quelques hacks de l'algorithme qui vont t'aider à booster ton contenu si jamais tu vas aller chercher plus de visibilité. Le principal hack, c'est faites pas de repartage, publiez organiquement, s'il vous plaît.
J'ai fait un reportage ce matin. Oui, ben c'est ça. Mais 10 de la portée dans une publication organique. Fait que déjà là, tu sais, mais il y a quelques hacks comme ça que je continue de partager. Je travaille avec Richard Vanderblom, qui est en Europe, qui est un spécialiste LinkedIn que j'aime beaucoup. J'aime m'associer avec les gens qui voient ça d'une approche peut-être un petit peu plus scientifique, mais tout en restant humain. Là, on s'entend, là, on n'est pas des chiffres et des numéros, mais j'aime beaucoup son approche. Puis si vous voulez le suivre, allez-y fortement. Il partage des études, il travaille avec des universités en Europe. On traduit son étude à quelques occasions parce que justement, j'aime l'approche un petit peu plus basé sur quelque chose. Théorique parce que c'est facile d'avoir une approche subjective sur LinkedIn parce que ce qui a marché pour moi devrait marcher pour tout le monde, faire du copier-coller, mais la réalité, c'est qu'il y a des étapes à suivre. Puis, on trouve toute notre façon de se démarquer, puis notre couleur. Je te disais avant la présentation que j'adorais les publications d'Alexandre Martel, mais ce n'est pas du tout mon style, puis ce n'est pas du tout le genre de publication que je suis capable d'écrire parce qu'à chacun son style. C'est ça. Fait que bref, c'est pas à cause qu'Alexandra Martel a génère du post en ayant une première phrase cinglante que vous êtes obligé tout le temps d'aller dans la première phrase qui accroche. Ça l'aide d'avoir une bonne première phrase, là, mais elle peut être bien. Il faut qu'elle soit alignée. Bien posée. Exactement. Puis tu sais, à tout le monde de s'assumer selon leur propre couleur. J'ai ma couleur. Je la contribue sur LinkedIn. Puis c'est ça l'affaire, c'est qu'une autre erreur qu'on fait, c'est qu'on a l'impression que c'est un réseau professionnel, puis il faut être beige. Puis être beige, puis être sans couleur, sans émotion, de ne pas ressortir le facteur humain de notre personnalité, c'est la meilleure façon d'attirer personne. Parce que dans le fond, on a tous nos couleurs, on a tous quelque chose à contribuer à la communauté, on a toute notre personnalité. Puis n'ayez pas peur d'être vous-même, dans le fond. C'est la meilleure façon de. Puis de s'assumer comme soi-même. Tu sais, je disais que j'étais gêné. C'est un de mes posts qui a eu le plus de vues cette année. J'assume le fait que je suis gêné. Puis il y a certains types de publications. Tu ne verras jamais ma figure en photo avec une citation, puis il est marqué Alexandre Bouchard. Citation de toi, là, oui. M'auto-citer. John C. Maxwell le fait. Peut-être que lui, il a le droit parce qu'il est sorti un paquet de livres, mais des fois, j'aurais le goût d'écrire à John C. Maxwell et de dire tu pourrais faire d'autres choses que nous livrer tes quotes, tu pourrais nous parler de choses de plus en profondeur, mais reste qu'à chacun sa couleur, à chacun sa façon de contribuer. Puis moi, je le fais à ma façon, puis je l'assume à 100%. Encore là, je ne le prends pas pour acquis, puis je vais me mettre plus en danger, puis faire des types de contenus que les gens aiment, même si moi, c'est un petit peu plus difficile, comme la vidéo ou des lives encore. Mais reste que je vais le faire à ma façon, je vais le faire en étant le plus authentique possible. Puis j'espère que les gens vont l'aimer. Puis s'ils n'aiment pas, au moins j'aurais donné mon 100%, puis je l'aurais fait en ligne avec mes valeurs. Ça va attirer les gens qui sont ton client chouchou. Oui, c'est ça qui est le fun. C'est plus on est humain, plus on attire des clients qui nous ressemblent. Puis ça je l'ai vu beaucoup dans les dernières années. Tu sais, notre portfolio de clients sont des gens extra. Je ne veux pas dire que je suis une personne extraordinaire par le rebond, loin de là, mais c'est des gens avec qui j'échange, puis profondément au niveau valeur plus que professionnel. Puis ça crée des relations, comme on fait dans la vraie vie, des relations qui perdurent dans le temps, puis qui va faire que quand je vais avoir 70 ans, puis que peut-être un jeune de 18 avec qui j'ai connecté présentement va me dire « Hey Alexandre, notre échange de là, 40 ans m'a vraiment marqué, puis ça m'a aidé » ou « J'espère que ce que je t'ai donné comme conseil t'a aidé ». Puis c'est comme ça qu'on bâtit des relations à long terme qui sont plus profondes que juste transactionnelles. Puis encore là, c'est ça. Oui, on veut vendre des services, mais au-delà du transactionnel, 80% de la raison pourquoi quelqu'un achète un produit ou un service, c'est l'humain qui est en arrière. Fait que, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire rayonner mon 20% de services qui est hyper, notre plateforme est extraordinaire, Sarah. Je la connais, évidemment. Mais oui, vous n'en parlez jamais de la plateforme. De temps en temps, mais j'essaie d'appliquer la loi de Pareto. C'est parce que la réalité, c'est que oui, c'est super cool tout ce qu'on a bâti avec l'intelligence artificielle. C'est au-delà de mes propres rêves. À l'époque, quand j'ai parti de ma business, tu m'avais dit que je serais rendu dans l'intelligence artificielle en partenariat avec des grandes universités, des professeurs qui contribuent à notre algorithme. Je veux dire, je ne t'aurais pas cru, mais la réalité, c'est
mon parcours d'entrepreneur qui m'a amené là est aussi intéressant que le partenariat que j'ai signé. Puis encore là, la loi de Pareto, c'est de dire 20 du temps, je vais parler de mes produits et mes services, 80 du temps, je vais parler de d'autres choses, de mon univers de marque, de nos valeurs à l'intérieur de l'entreprise, de l'esprit de collaboration qu'on essaie de créer entre nous en tant que collaborateurs avec trois stands. Puis en ayant une bonne structure et identifier ces valeurs-là, ça me permet de parler d'autres choses que juste qu'est-ce qu'on accomplit. Parce qu'on accomplit, c'est vraiment gratifiant. Je suis super reconnaissant envers tout ça, mais reste que, comme tu disais, on va tous finir par mourir. Oui, c'est ça. On ne va pas se prendre au sérieux, on va tous mourir anyways. Aussi bien enjoy the ride puis connecter à un niveau qui est plus profond que juste le transactionnel. Définitivement. Alex, un énorme merci. Merci à toi, Sarah. Si les gens veulent en apprendre plus sur toi, sur V3, je sais que tu fais des ateliers aussi, des fois qui sont ouverts à tous. Où les gens peuvent te trouver? Évidemment, ils peuvent te trouver sur le LinkedIn, mais où les gens peuvent te trouver sur le web? Dans le fond, notre site V3Scènes, si vous voulez en apprendre plus sur la plateforme, ce qu'on fait, c'est la transformation numérique des ventes, du marketing et du recrutement. Présentement, le recrutement est un gros enjeu pour les organisations. Tous les outils qu'on a développés dans les 2-3 dernières années sont là pour accélérer les processus de recrutement puis d'aller chercher les bons candidats. Fait encore là, on a une belle opportunité de vous accompagner puis de vraiment réussir à accomplir vos objectifs de remplir ces postes-là. Mais sur notre site, je donne une série de LinkedIn Live. Encore là, dépendant quand ça va être publié, je suis dans une séquence de 5 formations. Je ne donne pas des webinaires étant donné que je ne donne plus de formation nécessairement externe, je le fais à quelques occasions dans les entreprises qui me le demandent spécifiquement pour leur groupe. Mais je n'ai plus une offre de formation que je vends. Je me suis dit, c'est de la belle valeur qu'on a bâtie sur 8 ans que je peux repartager. Fait que, bref, je donne 5 formations. Je suis dans une séquence de 5 formations sur LinkedIn Live que je donnais sur l'opportunité LinkedIn de base, la prospection avancée, la stratégie de contenu, la mission, les valeurs, les personas, les profils disques, puis l'intelligence artificielle en recrutement aussi, qui sont des 5 sujets qui me passionnent, que je vais vraiment avoir le temps d'aller en profondeur puis donner le plus de valeur à une communauté qui, nécessairement, avec tout ce qu'on a vécu, pas nécessairement les moyens de se payer une formation, mais qui veulent réussir à se relever puis à se démarquer puis à aller chercher des opportunités. On l'a tous vécu difficile à différents niveaux les derniers 2 ans. C'est ma façon de redonner. Étant donné qu'on ne le vend plus nécessairement directement, je me suis dit, ça serait le fun que cette belle valeur-là qu'on a créée soit repartagée à la communauté. Fait qu'en espérant que ça va connecter avec les gens puis qu'ils vont en retirer de la valeur. Moi, j'ai hâte de te voir en LinkedIn Live. Merci. Ça va être fait avec toute authenticité, mes balbutiements, mes hésitations et quelques blagues. C'est ça, il va y avoir une coupe de jokes de papa, là. Probablement plus que vous allez avoir payé, c'est-à-dire gratuit, mais oui, il va sûrement avoir beaucoup de blagues. On va avoir du plaisir surtout. C'est ça le but. C'est ça le but. Alex, un énorme merci d'avoir passé tout ce temps-là avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci, Sarah. On a eu un plaisir fou. Nous, on a jasé avant que ça commence. On a jasé pendant, évidemment. On a continué à jaser après sur, justement, oui, LinkedIn comme outil, mais plus la philosophie qui est derrière ça. Puis, une des erreurs que moi, je vois, c'est que les gens voient l'outil, mais ne considèrent pas la philosophie qui est là. Et la philosophie dans laquelle vous utilisez LinkedIn et n'importe quelle autre plateforme, que ce soit Facebook, même que ce soit une stratégie d'infolette par courriel, la philosophie est encore plus importante que l'outil. Donc, prenez certains de ces conseils, ceux qui vous collent, dire « OK, oui, est-ce que j'abandonne? Est-ce que je ne suis pas bien positionnée? Est-ce que je me suis positionnée? Est-ce que je sais c'est qui mon client? Est-ce que je parle le même langage que lui? » Questionnez-vous. C'est en se questionnant, c'est en se challengeant qu'on arrive à nous-mêmes à sortir la meilleure version. Puis, il y a des gens qui attendent la meilleure version de nous-mêmes. Parce que quand c'est ça qu'on présente, quand c'est ça qu'on attire, c'est là qu'on voit que dans la vie, tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine, puis nous, on se voit mardi prochain.